Je suis Antoine Lebas et je travaille au service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion d'étudier un certain nombre d'églises de toute la région parisienne. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du rôle, de la place des matériaux dans l'identité et le style des églises du XXe siècle, donc en Île-de-France. Parler des matériaux, c'est peut-être un petit peu prendre l'architecture par le bout de la lorgnette, mais en même temps, le rôle de ces matériaux devient primordial au cours du XXe siècle, dans la mesure où, à la suite de la séparation des églises et de l'État, l'Église se trouve sans doute libre de construire tous les édifices qu'elle veut, mais en fonction de ses ressources. Et comme ces ressources sont devenues extrêmement modestes, l'emploi des matériaux ne sera pas seulement dicté par des raisons totalement esthétiques, mais aussi pour des raisons d'économie. Il faudra donc, dans la perception que l'on aura de ces matériaux, prendre en compte à la fois leur dimension économique et leur dimension fonctionnelle. Cet aspect fonctionnel lui-même pouvant avoir soit un rôle structurel, soit un rôle esthétique, d'éparement, voire clairement décoratif. J'ai pris le parti, d'abord j'avais prévu un exposé pour 20 minutes, donc ce sera un exposé, vous m'en excuserez, assez rapide, à la limite caricatural, mais qui permettra peut-être de rattraper un petit peu le temps passé. Et par ailleurs, j'ai pris le parti d'éviter de vous montrer un certain nombre d'édifices que l'on voit partout. Nous n'éviterons pas l'église du Raincy, je vous rassure, mais quelques grands classiques tout de même de la construction religieuse d'Île-de-France que par ailleurs et Henri Bressler et Simon Texier nous ont montré ce matin, et donc je pourrais y faire référence d'autant plus aisément. À la suite de la loi de séparation de l'Église donc et de l'État en 1905, des Églises et de l'État, le diocèse de Paris essentiellement, celui de Versailles aussi, se trouve donc tout à fait démuni et en même temps tout à fait décidé à équiper les banlieues de lieux de culte pour faire face à l'ampleur de lotissement de la périphérie parisienne sans avoir de gros moyens. Et je voulais vous montrer cette série de petits édifices qui correspondent tout à fait à cette première vague de réponses, grosso modo, construits entre 1905 et 1910, qui, vous voyez, sont des petites chapelles de quartier, comme cette église du Kremlin-Bicêtre avec des pans de bois et du plâtre, avec cette église d'Urveil construite avec des briques parce qu'il y avait une briqueterie à proximité et que le patron en a fait cadeau à sa paroisse, ou comme l'église d'Asnières qui est construite en petits moellons avec un enduit, ou comme cette chapelle de Sèvres construite en briques extrêmement ordinaires. Pour revenir sur cette église du Kremlin-Bicêtre qui me paraît tout à fait représentative, on voit bien que finalement il n'y a pas une grosse différence qualitative entre le bâtiment qui sert de chapelle et le bâtiment qui est à côté, qui est un entrepôt ou un hangar et qui est construit avec, j'irais entre guillemets, la même qualité architecturale. Quand on est à l'intérieur, on voit bien qu'on a une structure de charpente avec des modestes plaques de plâtre et il n'y a pas de voûte, il y a juste un plafond qui épouse le profil de la couverture. À partir des années 1909-1910, l'évêché s'organise avec l'œuvre des chapelles de secours. Dans le diocèse de Seine-et-Oise aussi, les choses s'organisent et on arrive à construire avec des matériaux un peu plus solides et, entre guillemets, plus respectables. C'est une des choses qui va distinguer l'architecture du XXe siècle en matière de construction religieuse, à savoir que ces églises n'étant plus construites à l'initiative des pouvoirs publics, la construction des églises ne relève plus d'une construction institutionnelle. Il n'y a plus cette obligation d'avoir l'allure d'un bâtiment officiel. Il n'y a plus de subvention, mais en même temps il y a une liberté de construction et certains
certains matériaux comme la brique ou le métal qui étaient totalement proscrits jusque vers 1900 parce que indignes d'un bâtiment religieux vont être envisageables et être envisageables surtout de façon visible, ce qui n'était pas le cas grosso modo jusque vers 1900 à quelques exceptions près, mais qui restent effectivement qui confirment la règle. À partir de 1910, on voit se multiplier des églises dans toutes ces communes de banlieue, souvent construites en meulière. La pierre va être utilisée, mais la plupart du temps, ce sont des pierres de seconde zone, voire de troisième zone, puisque la meulière, dans la catégorie des tarifs des entreprises du bâtiment, coûte moins cher que la pierre calcaire, mais coûte moins cher même que la brique. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup d'églises entre 1910 et 1930 qui sont construites en meulière, des petites églises comme le Saint-Esprit de Choisy-le-Roi, des édifices beaucoup plus importants ou ambitieux, comme par exemple l'église Saint-Louis de Vincennes de Jacques Droz et Marat, que l'on a vu tout à l'heure. Lorsque de la pierre calcaire est utilisée, très souvent, elle sert simplement de mur de soubassement à de vastes édifices, enfin de plus vastes édifices, où l'essentiel est constitué par de la charpente. À partir de la création de l'organisation des chantiers du Cardinal en 1930-1931, un certain nombre d'architectes utilisent plus volontiers le calcaire du fait que l'Église s'organise mieux pour récupérer les fonds, organiser de façon rationnelle la répartition géographique de ces constructions, et un certain nombre d'architectes vont avoir recours à la pierre calcaire, mais sous forme de petits moellons équarris. Et je vous en montre deux exemples. Celui de droite, parce que c'est une église de l'architecte Henri Vidal, qui en fera en quelque sorte sa signature, puisque jusque dans les années 50, il va construire avec ce genre de petits moellons, mais qui dissimule une église assez basse derrière, qui elle-même a le profil de l'église que je viens de vous montrer précédemment, c'est-à-dire des murs très bas et finalement une grande charpente. Et puis, Vidal n'a pas le monopole de l'emploi de ce matériau. On voit par exemple qu'un Charles Vénère construira à volonté aussi un certain nombre d'églises en banlieue selon ce système, appareil constructif. Ce genre de maçonnerie deviendra tellement commun en banlieue parisienne que ça deviendra presque quasiment l'image de marque des chantiers du Cardinal, qui d'ailleurs se serviront d'une des églises d'Henri Vidal pour en faire l'affiche de leur organisation. Le même Vidal crée à Cachan donc Saint-Jean l'Évangéliste, et vous voyez que malgré la modicité du matériau, il arrive à en tirer des effets tout de même assez monumentaux, même s'il reste toujours de vastes charpentes qui permettent d'économiser le matériau de grosses œuvres. La pierre calcaire, dont je le disais, reste durant l'entre-deux-guerres assez rare, pour ne pas dire rarissime. Elle ne se trouve que dans des églises qui bénéficient de la générosité de certaines familles, comme ici au Sacré-Cœur de Gentilly, c'est une église offerte par la famille Lebaudy, et puis on a vu tout à l'heure par exemple que l'église Saint-Pierre de Chaillot avait fait l'objet d'un effort supplémentaire pour ne pas déparer les beaux quartiers parisiens par de l'infâme brique non montrable. En banlieue, on n'a ni ses scrupules, ni surtout ses moyens, et on construit donc beaucoup en meulière, et quand on a quelques moyens, on y rajoute un peu de briques pour jouer à la fois de la polychromie et pour souligner la des natures. Excusez-moi. Cette brique est quand même relativement coûteuse, et donc elle n'est pas systématiquement employée. Lorsque, jusqu'aux années 30-40, elle est employée en banlieue, c'est d'ailleurs pas toujours une brique de très grande qualité. Il arrive que ce soit de la brique très ordinaire, on le verra dans la photo suivante. Il arrive aussi que ce soit de la brique silico-calcaire ou de la brique de ciment, comme ici donc à Maison-Alfort, où toute l'église est construite avec cette brique de ciment,
tenu d'ailleurs par une armature métallique qui reste essentiellement invisible. Ces effets de polychromie sont des effets modestes. Il n'empêche qu'avec l'emploi de cette brique rouge, ils représentent un certain effort et ils ont également comme effet secondaire de s'insérer parfaitement dans les caractères de l'architecture pavillonnaire de l'entre-deux-guerres. Alors, l'emploi de la brique se répand durant l'entre-deux-guerres parce que également les producteurs de briques améliorent énormément la qualité de la brique qui est plus homogène, qui est plus régulière et qui est également repressée. Lorsque l'on parle de l'architecture de briques, qu'il s'agisse de constructions religieuses ou autres d'ailleurs, il faut toujours faire attention au fait que cela peut être de la brique de parement, c'est souvent le cas pour les grands édifices majeurs en béton avec un parement de briques, mais pour des édifices aussi modestes que l'église Sainte-Solange de Romainville ou le temple protestant de Nogent, c'est une brique de gros œuvre qui suffit et qui fait l'épaisseur des parois. On a quelques édifices tout de même plus ambitieux que ces modestes chapelles, par exemple pour celle de gauche de Romainville, à Charles Vénère, qui va multiplier ce modèle par 4 ou 5 dans toute la région parisienne. On en aura une construite par lui à Montreuil, c'est Saint-Charles, et puis une ou deux dans le Val-de-Marne, construites quasiment sur le même modèle. Pour ce qui est des églises un peu plus ambitieuses, on a des édifices comme par exemple l'église Notre-Dame de Pontmain à Bagnolet, où il y a à la fois une recherche dans la qualité du matériau, puisqu'on a des briques claires, des briques orangées, des briques saumon, on a des briques rouges pour les voussures du portail, et vous verrez qu'il y a aussi un travail de mise en œuvre extrêmement soigné, on va y revenir. Et puis la brique permet également de cultiver des références régionalistes qui sont, vous le savez, durant l'entre-deux-guerres, une source d'inspiration importante des architectes, en s'inspirant des grandes régions de tradition briquetière en France, c'est-à-dire en l'occurrence ici de la Flandre, avec ses pignons à redans pour les chapelle latérale de l'église Saint-Luc des Grands Champs. Dans certains cas, comme par exemple à Saint-Jacques de Neuilly, la source d'inspiration est directement puisée aux formes de l'architecture du gothique toulousain. Et puis, il y a des architectes qui se font une spécialité de cette construction religieuse de briques, comme un bénédictin comme Dombello, qui construit quasiment tous ces édifices religieux avec de la brique du Nord en général, mais dont il utilise à la fois toute la variété des produits et toutes les ressources pour faire à la fois des murs, des arcs, vous voyez, en arc de mitre, pour faire toutes sortes d'appareils, des arcs ici polychromes, et qui utilisent également tous les matériaux céramiques qu'il combine à la brique, de façon à obtenir des effets de polychromie et de décor tout à fait intéressants. Ici, c'est le couvent donc des bénédictines de Vanves. Ici, le couloir du cloître du prieuré. Il construit également l'église Notre-Dame de la Paix à Suresnes selon le même principe, et toute une partie de son œuvre est inspirée des traditions architecturales du nord de la France, de la Belgique et également de Grande-Bretagne. Il utilise, je disais, toutes sortes de matériaux céramiques, non seulement les briques de toute qualité, de tout format et de toute couleur, mais aussi les carreaux de grès cérame comme ici pour le sol, des carreaux de faïence pour les parois, également des mosaïques, également du granito. On voit que la brique peut être à la fois un matériau de gros œuvre, un matériau de parement, un matériau de décor. À l'église de Bagnolet, on voit très bien comment l'architecte a joué du rayonnement de ces briques de belle qualité, très régulières et très fines, pour faire composer les voussures et l'extrado des arcs des portes de la façade, mais également placer des briques perpendiculaires à l'axe de la façade, des briques de section carrée, ce qu'on appelle des closeaux, pour constituer une forme de tapisserie en fonction des reliefs créés par les briques et leurs différences de couleurs.
Donc vous voyez que la brique qui colporte pendant des années une image assez péjorative sera exploitée de façon extrêmement habile par les architectes constructeurs d'églises durant l'entre-deux-guerres pour en tirer des effets tout à fait satisfaisants. Le génie créatif de l'agence Perret s'illustre ici encore dans ce couvent des franciscaines d'Arcueil, où il utilise un matériau on ne peut plus ordinaire, qui est la brique creuse utilisée communément pour construire des entrepôts ou des usines, qu'il dispose en damier et qu'il insère dans un réseau de ciment armé pour faire une chapelle d'une grande économie, d'une grande sobriété, mais d'un effet décoratif tout à fait réussi. Le bois est assez peu fréquent dans les chapelles de manière structurelle dans les murs porteurs. En revanche, beaucoup de chapelles, je le disais tout à l'heure, sont couvertes de voûtes lambrissées avec des structures de lamellés collés dont les poutres se croisent volontiers, ce qui est un procédé qui n'est pas nouveau, mais qui est remis à l'honneur durant les années 30, et un architecte comme Henri Vidal s'en fera quasiment une spécialité. Autre matériau qui se répand durant les années 20 et les années 30 dans ces constructions d'églises, c'est le ciment ou le béton armé. Dès 1908, l'architecte Édouard Bérard à Rungis construit cette église Notre-Dame de l'Assomption en utilisant des éléments préfabriqués de ciment armé qui sont en fait des poutres et des poteaux rainurés dans lequel il insère des panneaux de ciment. Et toute cette église est construite de façon extrêmement rapide, de façon tout à fait économique, à la fois par des professionnels d'ailleurs et par des bénévoles, et il inaugure une forme de construction, je dirais, qui relève un petit peu du jeu de construction et qui réduit considérablement les coûts de la construction de cette église. Le ciment va se développer dans la construction des églises, surtout durant l'entre-deux-guerres. Pour ce qui est du métal qui servait d'armature à ces poteaux-poutres de ciment, il reste en général discret. Je pense que l'église Notre-Dame du Travail de Jules Astruc reste encore une exception avant la guerre de 14. Après 14, le métal reste toujours aussi discret, mais il faut bien savoir que s'il est discret, il est pourtant toujours derrière toutes ces structures de béton armé qui lui doivent beaucoup, même si on ne le voit pas beaucoup. Ce qui est intéressant à Saint-Christophe de Javel, qui construit vers la fin des années 20, par l'architecte Bénard, on l'a dit tout à l'heure, on l'a montré tout à l'heure. On a un système de préfabrication, là encore, d'éléments de poteaux et d'ornements prémoulés et montés sur place, mais le métal apparaît quand même dans ces arcs doubleaux qui supportent elles-mêmes une fausse voûte de lambris plus ou moins métallique. Et donc, on a ici une formule tout à fait transitoire où se mêle à la fois une architecture de béton qui ose pas trop se montrer, une architecture métallique qui est discrète et en fait un décor art déco un peu industriel. C'est une formule qui, à ma connaissance, n'a pas connu un gros succès. L'emploi du béton armé dans les églises de l'Île-de-France, en fait, se fait pour résoudre des questions de forme et de partis architecturaux que les architectures traditionnelles ne permettaient pas de construire facilement. C'est le cas par exemple ici donc à Saint-Jean-Baptiste de Noisy-le-Sec, où l'architecte Obold essaie de retrouver la formule des églises à fil de coupole qu'on trouve dans le sud-ouest de la France et en s'appuyant sur la structure du béton armé, une structure extrêmement légère que vient compléter des murs de briques pas toujours visibles et souvent enduites.
Évidemment, l'église la plus connue, la plus emblématique de cette architecture du béton armé, d'inspiration plus ou moins médiévale, c'est l'église du Saint-Esprit. On vous l'a montré, remontré, j'y reviens pas. Il me paraissait plus intéressant de vous montrer un de ces épicones en banlieue, puisque le curé de Juvisy s'est clairement inspiré de l'église du Saint-Esprit pour construire 10 ans après donc cette église de béton armé, donc couverte d'une coupole sur plan carré, avec un parement de briques. Mais voilà l'espace intérieur, et vous voyez que effectivement, on voit très bien que le béton armé est totalement déterminant pour la construction de cette église. Je ne peux évidemment pas ne pas vous montrer l'église du Raincy. Ma photo est pas très bonne, excusez-moi, mais vous en avez vu de plus belle et vous avez vu à quel point, compte tenu du contexte que je viens d'évoquer, combien les frères Perret sont novateurs dans l'emploi de ce béton pour créer un répertoire de formes nouvelles en matière d'architecture religieuse. Et je crois que ce n'est pas la peine d'insister, tellement de choses ont été dites et montrées sur cette église. Plus novateur peut-être est l'emploi du béton armé pour une église comme Notre-Dame des Missions, montée à l'exposition de 1937, je crois, redémontée et replacée à Épinay-sur-Seine, et où là, l'architecte Paul Tournon fait preuve effectivement d'un usage assez moderne, assez novateur, je trouve, du béton armé. Alors, la césure dans cette architecture, dans l'emploi de ces matériaux, la césure capitale au cours du XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale, car on va voir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les matériaux à la fois sont les mêmes et sont employés différemment, car les techniques constructives évoluent avec des matériaux sensiblement les mêmes. On se retrouve au lendemain de la guerre dans une situation de crise assez comparable à celle qu'on avait en 1905, où l'Église se trouve confrontée à la nécessité de construire des chapelles face à l'ampleur des lotissements, qui aussi sont des lotissements ou des grands ensembles d'ailleurs plus éloignés. La petite couronne est moins concernée que la grande couronne, avec l'Essonne, la Seine-et-Marne ou les Yvelines, et on voit réapparaître des constructions précaires faites de constructions de bois, parfois construites avec des traverses de chemin de fer, et parfois même en utilisant des wagons ou des baraquements des troupes alliées qui laissaient leur matériel sur place. Les témoins de cette époque, on en trouve encore à Orsay, on en trouve aussi par exemple à Sainte-Colombe de Villejuif, où la construction de l'église récente n'a pas fait disparaître la chapelle d'origine. Parmi les matériaux qui vont être plus utilisés et clairement utilisés ce coup-ci durant les années 60, on trouve les églises à structure métallique. Je vous ai dit que Jules Astruc, tout à l'heure, avait proposé éventuellement une formule de construction un peu mécano de chapelle pour répondre à la crise de 1905, une formule qu'il avait proposée au diocèse dont il était l'architecte, et qui est en fait une formule qu'il n'avait pas eu besoin d'appliquer parce que l'évêché avait trouvé d'autres formules pour construire des églises économiques. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ingénieur Jean Prouvé propose lui aussi des églises à structure métallique, facilement montables et démontables, qu'il construira essentiellement en Lorraine, mais il les réalise à l'Île-et-Rose, donc dans le Val-de-Marne, cette église qui a également une structure métallique rapidement montée et mise en œuvre, mise en forme par l'architecte Dubois. D'autres architectes vont se lancer dans ces structures légères qui servent d'ailleurs autant à construire des immeubles que les chapelles de leur quartier. C'est le cas ici des architectes Sonrel et du Tilleul qui construisent cette petite chapelle extrêmement légère dont la structure fait tout le bâtiment et dont l'architecte s'occupe simplement après ça de fermer les espaces en réservant un éclairage zénital en bande sur la partie supérieure de façon à ménager l'espace intérieur du culte. On a également l'église Saint-Éloi, mais on pourrait en citer
un certain nombre, qui, dans le 12e, dans un quartier qui était un quartier industriel et artisanal, est voué à Saint-Éloi, qui est donc le patron des artisans du métal, et est construite par l'architecte Loboucher, selon une structure métallique que l'on nous a montré déjà tout à l'heure. Une des plus grandes réussites, je trouve, en Île-de-France de ce type d'architecture métallique sous forme d'église halle est celle construite à Villejuif par Rainer Sen, qui s'était illustré dans le diocèse de Bâle, je crois, par ses constructions à la fois économiques et élégantes, et qui réalise donc dans cette cité marginale de Villejuif cette chapelle très, très équilibrée, très lumineuse, d'une très grande légèreté, d'une très grande économie de moyens, et qui reprend effectivement l'esthétique un peu des halles, et en même temps avec un plan centré qui permet un espace tout à fait convivial pour la communauté religieuse et la communauté catholique, et qui se réunit et qui dispose en plus d'un local qui a une assez bonne acoustique. Je voulais continuer sur ces matériaux à la fois traditionnels et transformés par l'exemple de Saint-Luc de Montrouge, construit par les frères Arsène Henry, qui innove ici, là encore. Ils avaient exposé ce modèle de construction rapide et économique à la foire de Paris en 1963, et finalement c'était un modèle d'église économique et démontable, et dont acte, ils ont pu la démonter et la reconstruire donc à Montrouge, dans le quartier Buffalo, avec un système que vous voyez ici, qui est une sorte de structure de bois armé, puisque c'est une structure utilisant essentiellement du bois, avec des renforts métalliques qui permettent des systèmes de montage et de combinaison sur un plan de losange, le porche étant constitué par un angle, le chœur ou le chevet à l'autre angle, et des petites chapelles latérales sur les côtés, avec un clocher qui est également une structure métallique tout à fait démontable. Dans cet esprit d'économie constructive, d'autres architectes explorent d'autres solutions, comme André Ledonné, qui va proposer des structures économiques de ciment prémoulé, juste à monter, avec un espace central. Et cette formule tout à fait économique et tout à fait spacieuse, mais assez fragile, il va la multiplier en France. Il va en construire une à Massy, Saint-Paul-de-Massy, qui depuis a été détruite faute de résister à l'usure, et puis également à Mulhouse. Donc dans ce contexte-là, on s'aperçoit que finalement l'usage de la pierre est quand même assez rarissime, de plus en plus rare. C'est le cas ici à Athis-Mons, où en fait on a un gros œuvre de béton avec un parement de petits moellons de calcaire qui s'explique essentiellement parce que cette église Notre-Dame de la Voie, installée en bordure du triage de Juvisy, avait été bombardée et que donc le clergé a bénéficié des indemnités au titre des dommages de guerre, ce qui a permis une reconstruction plus cossue, on va dire. À Morsan-sur-Orge, Roger Farreau construit une petite chapelle qui allie à la fois la tradition de ces petits murs de moellons et en même temps une modernité structurelle interne. Vous verrez les supports métalliques imaginés par Prouvé. La plupart du temps, lorsqu'il y a de la pierre, là encore, c'est de la meulière. Une meulière ici utilisée par Michel Marot, on vous a montré l'intérieur tout à l'heure, par Michel Marot. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette meulière n'est pas montée totalement comme un matériau de gros œuvre. En fait, le mur de meulière a été monté comme la banche extérieure d'une coulée de béton, tout le mur, l'intérieur du mur étant en fait du béton coulé et qui fait cette blancheur des murs que vous a montré Véronique David tout à l'heure à côté des vitraux. Donc un matériau traditionnel utilisé de façon tout à fait moderne. On peut en dire autant de cette église Sainte-Geneviève de Garges-les-Gonesse, où on utilise un matériau traditionnel, la brique, mais cuite de façon et moulée de façon beaucoup plus moderne, et surtout avec un vocabulaire référentiel qui est un peu transformé, qui est un peu innovant, puisque ça se réfère à la fois à la tradition des églises scandinaves de briques, et en même temps, ça s'inspire des parties
mise en œuvre par l'architecte américain Louis Kahn pour les églises qu'il a construites aux USA, avec en particulier un plan, un redent, qui permet des éclairages très mesurés dans la nef, malgré des murs d'une grande épaisseur. J'en viens au matériau qui, effectivement, est le plus présent dans ces églises de la seconde moitié du XXe siècle, qui est le béton, que ici à Athis, on a essayé de dissimuler en habillant les murs de petits moellons comme à l'extérieur, mais qui réapparaît aussitôt dans le système de plafond de la nef. D'autres architectes comme Pierre Pinsard n'ont pas ces scrupules, entre guillemets, et utilisent, eux, le béton et toutes ses potentialités pour faire une chapelle qui s'insère dans un univers de bars et de tours dans le grand ensemble d'Antony, où il joue à la fois de la massivité du béton, de sa plasticité pour utiliser les reliefs, utilise les pleins et les creux pour le porche et pour la masse du sanctuaire, tout en l'ouvrant largement dans la partie inférieure qui abrite le presbytère et les salles de catéchisme. On voit la façon dont il traite le béton à l'intérieur, où effectivement il affirme avec force la puissance minérale de ce béton, qu'il n'hésite pas à aérer par des percées d'une croix, à éclairer par un éclairage tout à fait zénital et transversal, et par un puits de lumière qui éclaire la partie du chœur. En même temps, jouant avec les matières, tout est en béton, comme le rappelait Simon Texier tout à l'heure, le chœur, les marches, la banquette du célébrant, mais seule partie extrêmement précieuse, l'autel est un très très beau granit gris qui se marie avec beaucoup de soin avec le béton très travaillé de l'église. Autre architecte qui joue avec le béton, avec à la fois une recherche de grande économie et une grande plasticité murale, les frères Arsène-Henri, qui construisent dans les années 56-60 ce couvent franciscain de la Clarté-Dieu à Orsay, et où le travail de coffrage est tout à fait soigné, et où ils utilisent un béton tout à fait clair, qui a un grain et une luminosité qui l'apparente de beaucoup à certaines pierres naturelles. Et on voit très bien l'habileté de la composition des masses et des vides, des surfaces striées, des reliefs, enfin une plastique qui est vraiment tout à fait intéressante. Il y a relativement peu en Île-de-France de voiles de béton, parce que c'est une technique qui quand même coûte assez cher, et on trouve ici à Draveil, au quartier de l'Orme des Mazières, cet exemple assez réussi qui malheureusement a été démoli récemment. On peut évidemment ne pas citer également l'église de Villeparisis de Novarina qui vous a été montrée tout à l'heure. La plupart des couvertures sont faites de façon assez économique, comme ici donc à Morson-sur-Orge avec donc ce plafond lambrissé et ces très légères donc poutrelles métalliques conçues par l'ingénieur Prouvé. L'essentiel, enfin beaucoup d'églises des années 60-70 sont en fait conçues dans cet esprit de l'attente, l'édifice s'inspirant du symbolisme de l'attente d'un peuple chrétien en marche vers le salut, et les charpentes de bois lamellé-collé, comme ici donc à Aulnay-sous-Bois par Jean Lecouteur, servent, sont un élément pour traduire cette inspiration, mais il y a d'autres formules tout à fait innovantes, comme ici à l'église de Saint-Cloud Stella Matutina, qui est maintes fois publiée, mais qui montre toutes les capacités que permettent des charpentes tout à fait travaillées, avec en même temps des sources d'éclairage tout à fait diffusées dans l'édifice, même si les deux architectes qui les construisent s'inspirent d'un édifice de Louis Kahn. On pense évidemment aussi à la superbe charpente du collège de Passy-Buzenval. Les frères Saint-Saulieu, dont on nous a montré une vue, construisent à Viroflay l'église Notre-Dame-du-Chêne, dont on a vu tout à l'heure une vue extérieure, qui, là encore, compose une voûte lambrissée de bois lamellé collé tout à fait extraordinaire
pour donc cette église de paroisse. Je vais aller assez vite. On pourrait multiplier à l'infini les exemples, comme ici cette charpente rayonnante sur un pilier décentré à Épinay-sur-Orge, ou à Brétigny-sur-Orge, cette charpente d'une église qui reprend toujours la symbolique de la tente avec un système de poutres et de contre-poutres qui donne une infinie légèreté à cette chapelle d'une grande capacité. À partir des années 80, et là je finis, à partir des années 80, il y a une nouvelle impulsion que l'on perçoit dans l'architecture de ces églises nouvelles, qui vont à la fois un plus grand dépouillement encore, et en même temps l'utilisation de matériaux soit nouveaux, soit traditionnels, mais repensés, appréhendés selon un autre esprit. Ici par exemple à Vigneux-sur-Seine, cette chapelle des années 80, en fait, est d'une extrême sobriété. Et si ce n'était cette bande de verrières, il n'y aurait quasiment aucun décor dans cette église de quartier, entourée des grands ensembles et des tours de Vigneux. Et tout le charme de cet espace tient en fait à la configuration des lieux et à l'aménagement de cette charpente de poutres moisées, extrêmement légère, et en même temps qui permet un espace tout à fait convivial convergeant vers l'autel. On ne peut évidemment pas ne pas citer en matière de matériaux la cathédrale d'Évry, qui reprend un matériau on ne peut plus traditionnel, avec une connotation souvent péjorative, mais qui, ici, dans son emploi, est tout à fait passionnant. Passionnant parce qu'elle sert un bâti aux formes architecturales hautement symboliques, parce que le matériau est un matériau qui a servi aussi autrefois dans la perspective de la construction de la tour excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, construite en territoire de Babylone pour défier d'eux, donc un matériau à la fois millénaire et un matériau qui est renouvelé par la qualité de cet emploi. Mais comme la production briquetière en Île-de-France a failli, cette brique est obligée de venir de Toulouse. Et en même temps, quand on discute avec les gens d'Évry, il n'y a pas de réflexion, parce que cette brique, vu l'emploi et la qualité de son emploi, est totalement adoptée. Voilà la mise en œuvre de cet appareil extrêmement savant qui lui suppose des briquetiers tout à fait expérimentés, et on retrouve dans l'emploi également en intérieur le parement tout à fait soigné. Et en même temps, ce n'est pas une architecture totalement de briques, car c'est un bâtiment dont le gros œuvre en fait est en béton, avec un parement extérieur et un parement intérieur totalement de briques. Et ultime exemple sur lequel je finirai, ce bâtiment, dont on voit très bien qu'il s'insère dans un paysage, mais qui, comme le rappelait Simon Texier tout à l'heure, est un bâtiment qui est quasiment construit hors sol. C'est-à-dire qu'en fait, on a un bâtiment paradoxal, puisqu'il n'occupe un espace sans occuper un espace au sol prédéterminé. Donc on peut difficilement parler d'un bâtiment enraciné sur son territoire, et grâce à des matériaux tels que le béton armé, qui permettent aujourd'hui des prouesses techniques. En même temps, le mur de verre est un mur lui aussi totalement paradoxal, puisqu'a priori le verre c'est fragile, le verre c'est transparent, le verre on s'en sert pas pour se protéger, et là on a un mur de verre qui protège l'église, parce que c'est un mur qui est d'une solidité extrême, qui est d'une grande épaisseur, et qui a en même temps à garder sa translucidité. Donc on trouve ici des emplois paradoxaux des matériaux. Et donc je voulais juste terminer sur cette image en vous disant qu'à l'aube cette première décennie du XXIe siècle, apparaissent ou des matériaux traditionnels totalement rénovés, ou des matériaux nouveaux comme les résines. Par exemple, on a vu les verrières de la cathédrale d'Évry tout à l'heure, qui permettent d'envisager d'autres formes architecturales, et on voit à quel point l'emploi des matériaux permet de renouveler ce vocabulaire architectural.